Qu'est-ce que c'est d'aimer quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi on aime une personne plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est parce qu'on s'y reconnaît ou inversement parce qu'on trouve ce qui nous manque dans ce qui n'est pas nous? Est-ce qu'aimer est un hobby narcissique ou au contraire une connexion plus profonde avec l'autre, avec l'univers, avec ce que je suis quand je ne suis pas moi-même? Mais qui suis-je? Selon Heidegger, je suis le Dasein, mot allemand qui signifie « être là ». Et être là, c'est avant tout l'angoisse. L'angoisse d'apparaître, de n'appartenir qu'à moi-même, d'être mis au monde dans un univers que je ne comprends pas. C'est le sentiment fondamental d'être un sans-abri cosmique. L'existence humaine est d'une inquiétante étrangeté. Et notre seul refuge dans cet océan de rien, c'est le Mitsein, un autre mot allemand qui veut dire être avec. Être avec ceux que j'aime, ceux que je porte dans mon cœur et qui sont donc avec moi partout où je vais. Comme Jean-Paul. Mais qui est Jean-Paul et qu'est-ce que j'aime de lui? Le clair-obscur de son portrait, la multiplicité de ses vestons pour habiller le bestiaire. Chapitre 3. Le pan, le fauve et la libellule. Avez-vous déjà vu Jean-Paul? Si vous n'avez jamais vu Jean-Paul, prenez 2 secondes et googlez Jean-Paul. Vous avez 10 secondes. Go! Stop! À quel animal vous pensez? Oui, bien, c'est sûr. D'ailleurs, mes ordres radiophoniques, l'animal emblématique, c'est un pan, là. Des fois, je dis même au micro, écoutez, si vous n'aimez pas ce que je dis, tripez sur mon linge. J'ai toujours été un peu de même, parce que moi, quand j'étais dans le bar, ma tante avait 3 looks par jour. Le midi, à la happy hour, puis le soir, ben là, c'était glamour. OK. Fait que ça m'a beaucoup impressionné tout le temps. Comme quoi, on pouvait avoir du plaisir à s'habiller. Puis là, au collège, il y avait les blazers puis tout, mais j'y donnais tout le temps une petite touche, là. Mais je pouvais pas faire exactement ce que je voulais, là, mais j'accrochais quelque chose, une épinglette, n'importe quoi, là. Le dandy, c'est quelqu'un qui veut faire de sa vie une œuvre d'art. C'est ça qu'il veut. Il est pas astreint à des règles. Le dandy, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui affirme sa différence, quoi. Le dandy, c'est toujours la quête de la beauté aussi. Fait que pour moi, ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est pour ça que dans un des textes, le dandy, je dis qu'il veut faire de sa vie une œuvre d'art. Bon, c'est pas évident tout le temps, mais c'est un but inatteignable, mais quand même un but. Fait que c'est... Puis évidemment, mais comme j'aime les fringues et tout, fait que tout ça correspond, évidemment. Mais moi, je trouve que le dandy, c'est très 19e siècle. Il y a un côté romantique dans le dandy. Puis en même temps, il y a un côté, comment je dirais, un peu révolté. Je pense à Baudelaire, par exemple. Il se teignait les cheveux en vert, puis quand il se promenait, les enfants n'avaient peur. Baudelaire disait que le dandy, ça doit détonner, et le dandy devait dormir devant son miroir. Mais moi, je trouve qu'étonner, c'est bien, mais éblouir, c'est mieux. Oh! Reflet. Mieux vaudrait ne pas vivre certaines quêtes, seulement on s'entête, croyant que le cœur en viendra à bout. Tant d'intelligence malsaine à l'œuvre, faudrait pas l'oublier. Ton reflet frappe mon imagination. Un monstre surprend le lac, une feuille tombe, imitant une vague. Ton visage en entrelac avec le mien, un style digne de Gaudi. Allons-y pour un autre chef-d'œuvre inachevé. Ce sont les plus beaux.
C'est drôle, j'avais dit déjà, j'ai dit, moi, je vais être la star de la poésie québécoise. Je pense que ça s'est fait. Comme je dis, tout le monde, c'est pas nécessairement le meilleur, mais je suis le plus connu. Bon. Tu vois, là, j'ai toujours des cahiers, là, comme celui-là, là, il est plein. Là. J'en ai un autre que j'en ai des dizaines en haut qui sont remplis. Des fois, j'écris sans trop savoir où je m'en vais. Puis, un peu une sorte d'écriture automatique, là, comme prônée par les surréalistes. Puis, à un moment donné, ben là, je sens que, comme un pêcheur, j'ai un poisson, là, j'ai un pêche, je tiens quelque chose. Mais ça peut être au bout d'une 30-40 lignes, là. Fait que c'est souvent, quand il y a des gens qui me disent « j'aimerais ça écrire », ben c'est facile, écrit. C'est tellement pas compliqué, la poésie, dans le sens que ça prend comme matériel. C'est une feuille puis un stylo, c'est that's it. Puis il n'y a pas beaucoup de règlements non plus. Il n'y a pas beaucoup de règlements, donc tu peux faire ça comme tu veux. Je travaille pas chaque jour, mais j'ai toujours des cahiers, là. Je vais en avoir une cinquantaine, là. Puis moi, j'écris tout le temps, d'abord à la main, là, calligraphié. Puis après, je rentre ça dans l'ordinateur où là, je corrige. Mais j'écris pas directement à l'ordinateur, c'est très rare. L'idée n'est pas nécessairement là. Des fois, j'écris pour ce qui me passe par la tête, puis d'un coup, je m'aperçois qu'au bout de 50 lignes, je tiens quelque chose, là. Je veux dire, moi, j'ai écrit des choses que j'ai vécues, des quêtes amoureuses, des déceptions, etc., mais je disais les choses comme elles étaient, et puis c'était nouveau. C'était une prise de parole nouveau, scandaleuse, barbare, mais moi, ça me dérangeait pas. C'était naturel pour moi d'écrire de même, d'écrire ce que je vivais. C'était accueilli, je dirais, assez correct, là. À part d'un recueil, j'ai publié Les Garçons magiques, lui était descendu dans Le Devoir, parce qu'évidemment, c'est un recueil qu'aujourd'hui qu'on dirait queer. Puis là, je pense que le monde n'est pas vrai pour cette thématique-là, là. L'ange olympique. Je le regarde comme on regarde la mer, quand les nuages s'en mêlent au coucher du soleil, histoire troublante. Son visage, un astre tellement émouvant, sous yeux il déchire quand il rit, son cou à rendre fou n'importe quel ange, ses lèvres, là où la peau est tellement personnelle, ses mains, des opéras fervents. Je ne peux pas le regarder longtemps, j'ai trop mal. Son corps luxueux, je suis pris à son piège. Il a le corps le plus esthétique en ville. Mon cœur fait son commercial, and death is running to catch us. Mais mon cœur se démène, gagne enfin sa médaille d'or. It's him, l'ange olympique, qui rend ma peau idolâtre. Maintenant, le mot queer est devenu positif. Parce que moi, quand j'étais jeune, le mot queer, l'équivalent, c'était tapette. C'était très négatif, c'était méprisant. Mais après, la communauté l'a récupéré, ce mot-là. Mais là, aujourd'hui, il y a comme une nouvelle lecture par rapport au texte que j'avais pas en premier temps. Là, il y a comme ça fait partie comme d'une continuité. Alors qu'au début, c'était complètement original et nouveau. C'était très audacieux d'écrire là-dessus, cette thématique-là. C'était très audacieux de prendre le micro et de lire ça. Mais bon, c'était audacieux de faire ça, mais en même temps, c'était pour montrer qu'on existe aussi. Je me suis pas posé vraiment des questions, mais c'est sûr que c'est par comment je dirais ça, par le retour des choses que là, que j'ai compris que là, c'était
révolutionnaire, quoi. Est-ce que tu as Ben, déjà il y avait- ressenti ça, ce stress-là, cette espèce Bah, non, ça me dérangeait pas. Même des fois, je pense jamais le provoquer. Moi, je disais souvent, derrière mon look libellule, il y a un viking. Castration. Alors, je lui ai coupé la queue pour lui couper la parole à ce corps d'une ardente infidélité. Et ses poils qui prenaient toujours entre mes dents sont devenus l'hélico d'un rouge sang. Et dans le feu de l'action, comme on dit, j'en ai profité pour brûler ma vie avec la sienne, ça va de soi. Après l'enterrement, dans une de mes poches de jeans, de ce petit morceau de viande avariée, j'ai continué d'entendre le long cantique de son cri qui me poursuit partout, et je me promène comme dans un film japonais avec ce qu'il reste de sa belle queue, ce long doigt sans ongles recroquevillé, comme un livre en train de brûler, son sexe qui était du vrai acajou, à ses yeux qui chantaient comme des guitares, et les gestes de ses mains gitanes. J'aurais dû les couper, elle aussi, pour l'empêcher de se défendre contre mon amour. Et maintenant, son corps a l'air de Paris sans la place de la Concorde, détruire la perspective qui m'amenait inlassablement au fleuve de sa victoire, mais pourfuir l'acte de triomphe de son sourire. Alors, avec un rasoir entre les lèvres, comme un transsexuel brésilien, je lui ai coupé sa belle et longue et grosse queue, cette queue mirifique, élégante, athlétique, qui savait plonger en moi comme un rorqual savant, cette queue cinématoscopique, plus porno que Walt Disney, son cul urbi et orbi. Ce que je trouve admirable chez Jean-Paul Daou, entre autres, c'est le souci qu'il a toujours eu d'intégrer le langage poétique aux autres formes d'expression artistique. Par exemple, la photographie, la peinture, les manifestations et prestations dans des endroits publics, les bars, les musées. Et justement, ce qui est admirable, c'est que c'est le poète qui est le moins peureux que je connaisse. Rien ne lui fait peur à cet homme. Je parle en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste. Et il n'y a pas de tabou chez lui. D'où le fait qu'il a toujours associé le langage politique aux autres formes d'expression artistique. Il n'a pas peur des autres formes. La danse, il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de la musique, le jazz. Il n'a pas peur de... C'est le genre de poète qui pourrait vous réciter un texte érotique sur un terrain de golf. Et il n'y aurait aucune honte, et ça ne serait pas quétaine. Vous venez d'entendre les mots du poète Yves Boisvert dans une entrevue à propos de Jean-Paul Daou, qu'il surnomme le dandy crépusculaire. Ça serait quoi le titre de ta biographie? Le fauve amoureux. J'aime bien cette image. Tu trouves que ça te ressemble? Ouais, le fauve amoureux, oui. Marguerite Duras disait, c'est aimer, c'est perdre tous ses repères, c'est complètement s'abandonner. C'est l'expression tomber en amour, ça le dit, c'est tomber. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, en anglais, c'est fall in love. Ouais. Il y a toute l'idée de la chute, puis j'irais même plus loin. Dans tomber, il y a le mot tombe. Là. Bon, en tout cas. Oh! Mais il avait 23 ans quand je l'ai rencontré. Ouais, le bar à Montréal qui s'appelait l'Underground. C'était samedi soir, puis le samedi soir, je sortais pas d'un bar gay parce que je sais pas pourquoi, mais ça me tentait pas. Puis là, il y a des amis qui sont venus à la maison, puis ils étaient tellement sous que j'ai dit, moi, c'est vrai que je vais me taper ça jusqu'à 3 heures du matin. Fait qu'on est sortis. Puis là, ben, au bar, je prenais mon rhum coke, puis Mario était là. Ma première phrase, c'est « Danses-tu, toi, calice? » Ça a commencé de même. Ben, il dansait-tu, finalement? Oui. Après, on est rentré à la maison. Il a découvert mon appartement avec la fontaine. Là, il a vu tout un univers. Lundi midi, il m'a amené avec le beau soleil au métro parce j'allais enseigner. Puis le vendredi,
de la semaine. On s'était donné rendez-vous à Saint-Sulpice. Puis Claude Beausoleil disait, il est trop bon pour toi, ce gars-là, ça ne marchera pas. C'est un chien. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que ça a marché pendant 40 ans? Ben, je pense qu'on a le mot respect, c'est celui qui me vient à l'esprit. On est d'être respectueux l'un de l'autre, de pas trop être accaparant, tu sais. Il y a une laisse, mais faut pas qu'on sache qu'on l'a. Bon. Mais ce que j'aime de Mario, en plus, il écrit pas. Fait que moi, j'aime ça de même. J'ai jamais voulu partager ma vie avec un poète ou ça. Donc, on se complète d'une certaine façon. Mario est quelqu'un de très patient, puis c'est un bon gars, là. On s'entend quand je dis ça, là. Il a vraiment un bon fond. Puis, il prend soin de moi, il est patient. Comme Mario disait, il a découvert tout un univers qu'il ne soupçonnait pas. Il a rencontré Miron, toute gang-là, il a rencontré plein de monde, des peintres, enfin, tout le milieu culturel, là, québécois. Moi, j'ai ouvert toutes les portes, évidemment, fait que c'était un autre univers. Puis là, il y a mes voyages. J'étais allé au Costa Rica, c'est loin de maison. Quand j'ai été le gouverneur général, on a passé 2 mois au Costa Rica, dans une grande maison dans la jungle. Jean-Paul, c'est pas un animal. Jean-Paul, c'est un zoo au grand complet. Un zoo qui t'éblouit en te demandant « Tu danses-tu, toi, Calice? » On écrit pour être aimé, mais en même temps, on écrit pour le vrai, pour des choses qui nous concernent. C'est fondamental. Chapitre 4. Mais en même temps, on écrit pour le vrai. Les Cendres bleues, c'est la plus grande œuvre de Jean-Paul. Publié en 1990, le recueil a remporté plusieurs prix, dont celui du gouverneur général. Il a été traduit dans plusieurs langues, l'anglais, l'espagnol, le slovène. Même Ricardo n'est pas traduit en slovène. Je vous lis un extrait de la préface, en français, signé par Jean-Paul. Quand j'ai commencé à écrire sur mon enfance, je voulais faire un roman ou une novella, parlant donc de cette enfance, de son décor grandiose qu'est la baie Saint-François à Salaberry de Valleyfield, laquelle se jette avec générosité dans le fleuve. Je voulais décrire ce décor idyllique comme l'est souvent un souvenir d'enfance. Mais au bout de quelques pages, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je tournais en rond autour du pot, comme on dit. À cause des mots, le décor supposément idyllique s'est déchiré et le hangar est apparu, sorte de grotte où m'attendait toujours le Minotaure, ce jeune homme qui m'a initié à l'amour et dont les rencontres se sont succédées durant des années. J'ai été pris de vertige. Ceci n'est pas une figure de style. Et dans ma chute, les mots, paradoxalement, sont venus à ma rescousse. Un peu. Car en les saisissant pour tenter de faire du sens, d'organiser le chaos dans lequel je sombrais peu à peu, le déroulement anecdotique s'est mis en place. Je ne pensais pas à la poésie. J'étais dans une fièvre d'écriture qui, tel un tsunami, balait tout sur son passage. Plus j'avançais dans le texte, plus j'avais besoin de repères ou, si vous voulez, d'un refrain, d'une incantation qui pouvait me délivrer de cette folie que j'étais en train d'ausculter. Mais je n'avais que 6 ans et demi. Les Cendres bleues, c'est un long poème narratif. Ça, c'est une thématique d'abord personnelle, le viol d'un enfant. Moi, quand je l'ai écrit sur l'enfance, je voulais parler de les filles, les paysages et tout, puis je me suis aperçu que le fond avait défoncé, là, que moi, j'avais quasiment obnubilé cette histoire. Puis à cause des mots, j'ai été obligé de nommer des choses. Et finalement, là, j'ai été comme... je me suis surpris moi-même à écrire ça, à donner à l'enfant des mots qu'il n'avait pas à l'époque.
Donc, c'était pour moi comme une histoire c'était pour moi une façon de, par les mots, d'apprivoiser cette situation-là et de la régler d'une certaine façon. J'ai été abusée sexuellement, c'est ce que je parle dans ce recueil. Fait qu'il y avait ça aussi parallèlement à ma vie d'écolier, qui évidemment on n'oublie jamais. Donc ça m'a vraiment marqué. Et mon père est mort quand j'avais 11 ans. Donc j'ai pensé que c'est une punition divine. Que quand on est jeune, on n'a pas les moyens de se défendre. J'ai écrit Les Cendres Bleues pour donner à l'enfant que j'étais les mots qu'il ne pouvait pas prendre, qu'il ne pouvait pas prononcer à l'époque. Et surtout à cette époque-là, c'était le non-dit, le silence. On parlait pas de ces choses-là. Donc, c'était un gros secret que j'ai dû trimballer. Puis j'ai écrit Les Cendres Bleues, ça m'a aidé à m'en libérer. Je vivais quelque chose que je ne comprenais pas trop, tu comprends? Mais comme je dis dans mon recueil, que j'essaie de pas juger, j'essaie de comprendre. Comprendre l'incompréhensible, peut-être, mais bon. C'est sûr que ça règle pas tout. J'aurais aimé que ça règle tout, mais j'ai parlé avec des gens après à cause que le livre, évidemment, a amené plein de témoignages de plusieurs personnes. Puis même si on réussit à s'en sortir, la cicatrice est toujours là. Et pas tout à fait guérie. Évidemment, on passe à d'autres choses. La vie nous amène ailleurs, mais ça reste quand même quelque chose de fondamental. Après l'avoir écrit, je voulais même pas le publier. Moi, je l'ai jeté aux poubelles, je ne veux plus rien savoir de ça, mais Mario m'a vu travailler un peu complètement sorcelé, là. Fait qu'il a dit, t'as assez travaillé fort avec ça, puis là, puis finalement, je l'ai publié. J'ai eu le prix du gouverneur général qui a amené un éclairage brutal là-dessus. Puis, ce que fait après, j'ai fait une violente dépression. Moi, après, j'ai eu évidemment un psychiatre, puis il m'a dit que je m'étais fait personnellement une psychanalyse de 8 ans, là. Mais j'avais pas de garde-fou, j'avais rien. Moi, je me suis lancé de cette aventure-là sans trop le savoir. Puis, c'est ça, le texte s'est écrit quasiment de lui-même. C'était quelque chose d'unique dans mon écriture, ça. C'est parce que je me suis dit que j'avais les mots pour le dire, puis j'ai pensé à plein de gens qui vivent ces situations-là, puis qui n'ont pas les mots ou la facilité à mettre en mots. Parce qu'en mettre ça en mots, ça apprivoisait d'une certaine façon cette expérience-là. Puis je pense que j'étais pas tout à fait conscient complètement. Là, je peux en parler après coup, mais pendant, je me voyais peut-être pas aller non plus, là. Une sorte de mantra. Oui. Je répète souvent, j'avais 6 ans et demi. Oui. Je voulais simplement bien clarifier le propos, insister pour montrer toute la tragédie de tout ça. C'est parce qu'il y a des livres que tout écrivain, je pense, n'a pas le choix d'écrire, sinon on piétine. Si j'avais pas écrit Les Cendres Bleues, peut-être que j'aurais pas osé m'aventurer dans d'autres endroits. Si on s'empêche d'écrire quelque chose qu'on trouve viscéral quand même, qui nous habite, mais qu'on veut pas le faire, à ce moment-là, je trouve que on n'a plus de raison d'écrire. S'il y a des livres, comme je disais, on n'a pas le choix de les écrire, c'est tout. Je lis rarement. Il faut que je me sente bien avec le public qui est dans la place. Parce que souvent, ce texte-là,
Desarçonnes. Oui. Moi, je me souviens, je l'avais lu une fois à l'Université McGill, puis il y avait une femme dans la première rangée, elle mettait ses doigts dans ses oreilles. Ah oui, elle trouvait ça difficile. Elle voulait pas l'entendre, elle n'en pouvait plus, elle, là. Ben, comme on dit, c'est mon chef-d'œuvre. C'est ton chef-d'œuvre. Mais toi, est-ce que tu te sens comme ça par rapport... Est-ce que toi, tu trouves que c'est ton chef-d'œuvre? Oui, c'est comme... Oui, c'est un texte qui a été... Comment je veux ça? Je trouve que la forme puis le fond se confondent à merveille. Effectivement, je suis d'accord. C'était donc, dans ce sens-là, l'écriture, c'est une réussite. Transformer la souffrance en beauté, c'est un des pouvoirs magiques de l'art. C'est pour ça qu'on croit, parfois, à tort, que les artistes doivent absolument souffrir pour être bons. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, par exemple, c'est que rien ne sert d'appeler la police après le carnage. Quand il est déjà trop tard, quand on est déjà mort, il faut poser des guirlandes sur les cadavres et illuminer la nuit. Voici un extrait des Cendres bleues, lu par Jean-Paul. Être un homme blessé, d'avoir connu le sexe enfant, 6 ans et demi, puis la mort, trop vite. Quand le bois brûle pensée, dans ma bouche agitée, à l'époque où les doigts des autres enfants apprenaient la grammaire, les miens éplaient les noms de mes amants, surtout un, baptisé du péché de la chair avant l'âge de raison. J'ai été un enfant violé, dans le plus beau des paysages, dans le carré de sable, prince oublié, là des cobras royaux sillonnaient mes cuisses, le combat des enseignements. Pourtant, j'aimais voir ce sexe content de ma présence, même si l'idée de l'amour m'était inconnue. Certains corps devraient se taire. Quand l'enfant violé dans un hangar découvre des décors insensibles, des mains vulgaires, mon sexe si jeune, dans l'âtre, le feu est un ange anonyme, amour au poème maudit. Comme tout enfant, j'étais curieux, mais de ces amants, il y en avait un aux yeux de harpe. Il me rappelait l'ange derrière l'autel de l'église, Notre-Dame de Bellerive, celui qui chasse du paradis terrestre. Un rythme endiablé fouette le sang, des histoires à ne pas raconter, mais des mains alertes consument plus d'un désir, mon corps a accueilli plus d'un pirate. Maintenant que je suis seul avec mon âge, ces souvenirs d'histoire me hantent, des désirs enracinés dans le vertige. J'aurais dû l'avoir tué plus vite, m'allait donc savoir à 6 ans et demi. Ce soir, j'ai le feu limpide, malgré mes Niagara de flammes, les arcs de tes yeux dans un ciel imaginé, pur. Ce soir, je suis un enfant loup qui hurle au corps mouvant de nos caresses. Elles auront donné ces racines insensées à ma vie écrite, comme si je pouvais être sauvé de la folie, la grande spécialité de l'intelligence. Le corps a gardé tes empreintes fraîches quand j'avais 6 ans et demi et que j'avais un amant. Où est-il maintenant que je l'ai, que le texte frémisse? Moi, j'essaye encore, dans la lumière de son désir. Était-ce un faune? Qui était-ce, à part son désir? La fatigue de la mémoire. J'ai besoin encore de lui, il me semble, mon premier amour. Les mots ont beau s'ajuster, des bagues aux doigts clichés, aucun effet, sinon celui de 2 doigts. Baissant, la fermeture éclair, les autres s'y joignaient pour... Quel enfant étais-je? Lui, qui était-il? Des poils partout, une toison d'ébène, un homme mûr, je le sais maintenant, mais moi alors, dès que j'ai excommunié avant la première communion. Pourtant, ne rien regretter, à part l'ignorance. Comme tout semble normal dans la splendeur de mai, cette ville étale où les bateaux sont les nénuphars, mais la ruse n'arrange rien. Quand les corps fouettés des passions de l'automne, quand les mots tombent arrachés, j'ai été un enfant drogué par le sexe des autres, surtout de cet autre, à ne rien comprendre, pourtant complice, curieux de ce curieux bonheur. Il était toujours là quand je le voulais, mais lui, qui était-il? Marqué au fer rouge. Est-ce que je lui ressemble maintenant, vampirisé par son désir? En quelle année sommes-nous? Quand je touche encore son sexe, les heures hésitent, pas moi. J'ai la main directe, les mots me matraquent,
Les autres enfants ne l'aimaient pas, le traitaient de sale nom. Avais-je des rivaux? Moi, je n'ai jamais voulu prononcer devant mes parents, mes amis son nom. Je ne voulais que sa large main tendre mon corps miniature. Lentement mais sûrement le temps chasse, classer ses souvenirs avant. Il est déjà trop tard. Il nous étouffe un jour ou l'autre. Comment revivre ce que vous avez vécu? C'était toujours à la brunante, quand le ciel se noyait d'hémorragie de soleil, quand les dessous des galeries prenaient des airs de labyrinthe, dans les clairs-obscurs des soirs anodins, quand il me disait « Tu es en retard », avec ses yeux comme ses jambes bien écartées, il me demandait de l'aimer. J'avais 6 ans et demi, j'avais la curiosité folle, j'étais le nombril du monde. Chapitre 5. Escalader la lumière. Pendant le mois où j'ai jasé avec Jean-Paul, j'ai essayé de tout lire. Tous ses livres, tous ses recueils. J'en ai acheté quelques-uns. Ses éditeurs m'en ont envoyé quelques autres. À la bibliothèque, j'en ai emprunté quelques-uns et chez lui, il m'en a offert quelques autres. En tout, j'en ai lu 28. Presque un par jour. C'est pas pire, mais c'est à peine un peu plus que la moitié de son œuvre. C'est que moi, j'ai jamais compris quelqu'un ou quelqu'une qui ne crée pas. Là, je parle pas nécessairement de l'écriture, de la peinture, de la musique, mais créer un projet, créer des enfants, faire de quoi de sa vie. Mais il y en a qui sont complètement en dehors de la création, puis ça, pour moi, c'est un mystère. Tu sais, faire un jardin, mettons. Tu sais, il y a plein de monde qui font rien, qui se laissent aller par le courant des choses, sans se poser de questions, sans se remettre en cause. C'est bien bizarre, ça. Évidemment, aujourd'hui, avec le recul, c'est comme si j'avais planifié de quoi, mais j'ai rien planifié. C'est venu un recueil à la fois. Ben, je peux dire qu'écrire donnait un sens à ma vie. C'est un sens que la création, ça l'aide à vivre, je trouve. Bon, moi, je suis content. Je trouve que j'ai une vieillesse heureuse, un chum, une belle maison, de la reconnaissance. Je suis quand même assez en santé. Fait que c'est possible. Puis continuer à écrire et tout, tu sais. Le problème de vieillir, c'est que tu perds tellement de monde. Là, j'ai eu 4 décès là, en novembre. C'est beaucoup, là. Pourquoi eux autres, puis pas moi, là, tu veux? Moi, j'en reste 79, là. C'est sûr que il reste moins de temps qu'il y en avait. Hein? Bon. Là, quand tu as 80, tu sais très bien que là, c'est ta dernière décennie, si tu es chanceux. Puis il y a maladie aussi. Tu sais, je connais du monde sur Alzheimer qui était brillante. La poésie, c'est comme une façon intrinsèque pour moi de vivre. C'est mon authenticité. Tu sais, il y a plein de poètes vieux qui écrivent encore. André Roy, Nicole Brassard, Carole David. Si tu pars, je meurs avec toi. Je squatte l'horizon. Ma collection de minéraux est à vendre au plus offrant. Œil de tigre, œuf de serpent, camée de chat, ces mots devenus tout à coup des objets dans ta main, parce que tu as triché depuis ta naissance pour demeurer en vie. On écrit parce que c'est notre manière de vivre, là. Par besoin ou par plaisir? Ben, par besoin, je pense. Ah ouais, hein? Après, c'est par plaisir, une fois que c'est fait. Mais non, je pense que c'est par besoin. On a besoin d'évacuer les choses, je pense. Mais j'ai publié mon dernier recueil, là, en 2023, donc ça fait 1 an et demi, qui s'appelle Les Miroirs de l'ombre, aux éditions Hashtag. Sans amour, je ferme la radio. Certaines chansons m'horripilent, d'une insipidité,
Un microscope ou un télescope révèlent à leur manière plein de corps étrangers. Ceux du microscope sont les plus terrifiants. Si nous voyions les virus qui tournoient autour de nous, la camisole de la folie serait de mise. Nous sommes prêts à plonger dans tellement de croyances pour oublier notre impuissance. Quelle main perverse guide celle du poète? Un ange en pleurs sur son épaule. Je suis la somme de tous mes échecs. Plus rien ne bouge ce soir, hormis le glissement inquiétant des nuages devant la lune. La tristesse souveraine avance, auréolée d'arc-en-ciel noir et blanc. Le sexe flétri en guise de drapeau en berne. Une coupe d'insomnie entre les mains tremblotantes. Est-ce cela, vivre? Je ne me ressemble plus. Je signale constamment dans ma tête le 911 qui ne répond pas. Si je pouvais à nouveau la déposer sur ton épaule pour gémir comme dans un abattoir. Une page blanche me fixe ironiquement. Je plonge à mes risques et périls. J'en ai l'habitude. De publier, c'est un acte de générosité aussi. Tu sais, on le fait peut-être pour nous, mais publier, c'est d'offrir quelque chose. Puis pour la personne qui écrit, mais ça lui permet de clore un sujet et puis de passer à d'autres choses. Et moi, j'ai connu du monde qui ne voulait pas publier. Finalement, ils écrivent toujours le même texte qui pourrit dans leur tiroir, là. Alors, publier, ça amène un échange. Alors, c'est ce qui se passe avec les honneurs que je reçois, la reconnaissance. Ça me fait une belle vieillesse. Parce qu'il y a je connais des poètes qui vieillissent puis sont dans l'amertume. Parce que c'est ça, ils ne se sentent pas reconnus, ils trouvent qu'on les oublie et tout. En tout cas, moi, là, c'est pas mon cas. Moi, je vous dis tout le temps, j'ai fait ce que j'ai voulu. Bon, j'ai fait partie d'aucune école de poésie. Tu sais, il y avait le formalisme d'un bar, la contre-culture. Moi, j'ai fait ce que j'ai voulu. C'est sûr qu'il y avait des influences, on s'entend, mais j'ai pas adhéré à aucune mode. C'est pas pour rien que j'ai publié dans tant de maisons d'édition de poésie. J'étais un peu la pute là-dedans, moi, là, parce que je me promène d'une maison à l'autre, mais publier au Norois, c'est pas comme publier le poète de Brousse, puis etc. Là. J'ai fait plein de les forges, enfin, je dois avoir une dizaine de maisons d'édition. Enfin, moi, j'écris pas pour avoir le succès absolu. Quand ça arrive, tant mieux. Mais c'est pas... Tu sais, dans ma carrière littéraire, j'ai animé une revue de poésie, la revue Estuaire, durant 10 ans. J'étais directeur. J'étais en fait 16 ans à la revue Estuaire, donc 10 ans en tant que directeur. J'ai organisé plein d'événements. Je suis allé chercher un prix au Saint-Sulpice de 2000 $ qu'on donnait chaque année, au recueil de l'année qu'on choisissait. Tu sais, j'ai fait plein d'autres choses à côté des lectures publiques et tout. Puis là, après, j'ai eu mon émission de radio, là. Puis on est de Faux puis on lit, durant 11 ans quand même. Chaque semaine, il y avait beaucoup de choses qui sont greffées autour de l'écriture. Donc, c'est pas juste écrire et publier, mais c'est aussi faire beaucoup d'animation. Alors, Jean-Paul, combien d'œuvres vous avez écrites pour Plus on est de fou, plus on lit? Vous avez-vous compté? 6 recueils avec... je dirais que je n'ai écrit 300-400, là. 300-400 odes? Ouais. Oui, quand même. Hein? Mais 11 ans, vous savez, chaque semaine, ça vient vite. Oui. Et ça a fucké ma vie parce qu'il fallait que chaque semaine, je pense au texte à écrire. Oui. Je peux dire des niaiseries, mais je peux pas en écrire. Enfin, c'est mon topo. Ça m'a gardé en forme. Ça m'a gardé... Festival de poésie de Trois-Rivières, j'y vais tout le temps parce que, bon, j'ai une place spéciale dans le festival, je le sais. Bon, c'est des choses qui sont pas arrivées du jour au lendemain, là. Ça va faire 50 ans l'an prochain, là.
J'ai pas mal dit ce que j'avais à dire, là. Bon, là, comme je dis, le recueil que je prépare, parce que je veux que quand j'aurai 80 ans, dans 15 mois, je veux organiser une grosse fête chez Mado, puis je veux un texte qui soit lumineux, comme pour clore, si tu veux, le parcours. Alors, c'est pour ça que le texte, ça va être escalader la lumière, mais ouais, je veux quelque chose de lumineux, comme une dernière signature. Moi, il y a un mot que j'aime, que je trouve qui est très important, c'est le mot espoir. Dans la mythologie grecque, Zeus donne une urne à Pandore qui contient tous les mots du monde, mais il ne faut pas qu'elle l'ouvre. Mais elle est trop curieuse, elle l'ouvre. Les mots se sont répandus partout. Mais au fond de l'urne est resté caché le mot espoir. Puis je pense que c'est une belle image, une belle façon de présenter ce mot-là. Fait que je trouve que j'ai longtemps peut-être été triste, désespéré, mais le mot espoir était toujours mon guide. Mon espoir, c'est peut-être individualisme, mais c'est d'essayer de voir dans l'art, c'est là que l'espoir je trouve est le plus exact, là. Que ce soit dans les peintures, le cinéma, les lectures, les belles rencontres, tout ça continue quand même d'exister. J'ai juste à regarder le nombre de livres qui se publient chaque année au Québec. Avant, dans les années 60, on pouvait tout lire. Aujourd'hui, c'est impensable. Je pense que ma découverte des dernières années, c'est la poésie autochtone. Ouais, moi, j'aime beaucoup Canapé Fontaine, Joséphine. Nask til nogam. Tidabmen. Jonahan miamnin. Odenatetayan. Abu Petman Hibouep Makot. Je me rappelle de cette outarde qui était perdue. Grand-mère outarde, tu me regardes, je te regarde, tu es perdue, pareil à moi, quand je suis dans la ville. Je n'entends plus la rivière. Pour moi, c'est eu comme un coup de foudre, cette poésie-là, qu'on connaissait pas. Puis ça va tellement avec les crises climatiques, la poésie de territoire. Ils sont plus en communion qu'à l'exploitation. C'est ça la grande différence. Donc, ils ont un respect que nous, on n'a pas. Qu'on commence peut-être à avoir de force, parce que là, ça va d'un mal en pis, là. Les gens se réveillent, mais les Autochtones... Quand ils tuent un animal, ils le remerciaient. Je veux dire, c'est un don que l'animal se faisait en te nourrissant. Il y avait toute cette philosophie-là que moi, je trouve que c'est magnifique. Puis, au niveau des thématiques, il y a eu aussi une explosion présentement. C'est-à-dire que non seulement il y a eu le féminisme, il y a eu le patriotisme, mais il y a aussi maintenant la culture queer, il y a la culture autochtone. C'est beaucoup de choses. On parle de crise climatique dans les écrits, dans les poèmes. Il y a toutes sortes de nouvelles thématiques qui n'existaient pas et que la culture québécoise, l'ivresse, entre autres, est très audacieuse dans ses propositions. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train d'étonner le monde, là. En France, entre autres, comme La Nuit des Hôtels, qui est publié chez Gallimard. T'as Hélène Norion, qui fait partie des cours dans toutes les écoles en France. Il y a comme une sorte d'explosion, puis sans parler de la musique. Je veux dire, la musique a été un véhicule incroyable pour la culture québécoise. Je veux dire, bon, il y a Céline qui vient en tête, mais c'est quand même quelque chose qui était impensable
Fait qu'il y a toute cette dynamique que je trouve qui est très importante. Peut-être parce qu'on est un petit peuple qui se sent toujours menacé. C'est peut-être pour ça que la culture elle éclate, qu'elle est si forte. Il y a 2 mois, j'ai fait une lecture au Cabaret Amado, entouré de drag queen et tout. Puis là, j'ai fait j'ai lu 2 poèmes. J'ai eu un standing ovation. Bien, ce que je dis par là, c'est que, comme je leur ai dit, c'était impensable quand j'étais jeune que j'aurais lu des poèmes dans un bar gay. Je suis content de mon audace, d'avoir écrit ce que je suis, et non pas de me déguiser sous un L, alors que je parlais du L. C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes poètes maintenant qui s'affirment, mais qui me le disent eux-mêmes que c'est grâce en partie à moi d'être affirmé, d'être connu, d'être reconnu, d'être aimé, puis là, ils trouvent que, c'est possible. Ce que j'aime chez Jean-Paul, c'est les plantes. Il y en a partout, du plancher au plafond. Une vraie jungle, avec des flamants roses, puis des décorations de Noël, des livres, des toiles, des bibelots. Sa maison, c'est comme un musée sauvage, à son image. Jean-Paul, c'est l'ombre lumineuse, et ce qui brille dans le noir, on appelle ça l'espoir. Moi, j'adore la mythologie égyptienne. Ils passaient plus de temps dans leur tombeau que dans leur maison. Ils décoraient, ils faisaient la fête, ils étaient prêts. Alors, eux autres, quand ils partaient, ils étaient heureux. Moi, la pierre tombale, j'ai demandé à mon ami, le sculpteur Michel Goulet. C'est qui fait des chaises, des poèmes écrits dessus. Oui, alors j'ai demandé une chaise qui va être un peu mon monument. Sur la chaise, ça va être marqué « Je souffre, mais c'est de toute beauté ». Je souffre, mais c'est de toute beauté. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? C'est ça la poésie dans le fond. Quand quelqu'un dit quelque chose de tellement beau qu'après, il n'y a plus rien à dire. Sauf peut-être une chose. Je t'aime, Jean-Paul. You're my hamburger baby. Eh oui, c'est la fin. Déjà. Ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Tout d'abord, j'aimerais bien sûr, encore une fois, remercier Jean-Paul. J'ai adoré faire ce voyage dans ton œuvre et dans ta vie. Ça a vraiment été une belle rencontre pour moi et je t'avoue que je m'ennuie déjà de nos appels de fin d'après-midi. Merci aussi à tous les poètes que j'ai découverts ou redécouverts en faisant cet épisode. Ça fait vraiment du bien d'accompagner sa vie de poésie. Je vous le recommande fortement. Allez à la bibliothèque la plus proche de chez vous, trouvez la section Poésie québécoise et prenez quelques livres au hasard. Laissez-les traîner chez vous un peu partout, puis ouvrez-les des fois au lieu de votre téléphone. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le début ni de vous rendre à la fin. Vous n'êtes pas obligé de rien. Mais je vous le dis, ça fait du bien. Merci comme toujours à Julien pour son travail toujours impeccable. N'oubliez jamais que Total Idiot, c'est un travail d'équipe. Après tout, sans Julien, je ne serais qu'un livre non publié. Merci bien sûr à tous nos abonnés qui continuent de soutenir financièrement ce projet un peu Cocobongo. Si vous aussi, vous aimez le contenu original et souverain de Total Idiot, venez nous rejoindre sur Patreon. C'est le temps de se désabonner de Netflix. Anyway, let's go!
Et bien sûr, un merci tout spécial à nos idiots royaux, nos royaux idiots, la crème de la crème des abonnés. Bon, là, un instant, il faut que j'aille chercher leur nom. Simon Landry, Samuel Cossette, Marie-Ève Prévost, Marjolaine Olivier, Noémie Fortin, Alex Pacini, Webfield, Félix Olivier, Yves Le Goût, Christian Duval, Marie-Christine Le Chat, Fanny Collin, François-Guillaume Fournier, Michael Filion, Richard Trudel, Charlie-Anne Arsenault, Guillaume Paul, Christophe Lévesque-Rainville, Dominique Lano, Félix Ducharme, Éric Aurousseau, Tortue Rapide, Cousin Machin, Max Power, Sébastien Ponique-Beaulieu, Simon Janson, Justin Brault, James, Koalo Paul-Louis, François-Alexandre Larose, Xavier Rémillard, Simon Lasselle, Jim Bad, Maude Bérubé Saint-Denis, Poulet Provo, Charlie MB, Kevin Duchesne, Sea Life in Green, Une Marchandise, Sophie Junior Carrier, Éric Lauzon, William Brassard, Marie-Christine Lechat, Martin Donaldson, Xavier Lachapelle-Roy, Danny Gagnon, Benjamin Provencher, Martin Benoît, William Savard, Maxime Sauvage, Jean-Michel Bertillon, François Chartier, Francis Doré, Jasmin, Olivier Groux, Olivier Hugo, Total Anonyme, Jimmy Bob, Sky Félix, Joli Cœur, Oscar Côté-Lapierre, Anaël Haché, Maxime Sabourin, Clem 69 420, Petit Boubou, Marilyn P, Jean-Philippe Ménard, Mario Pikachu, Kevin Brosseau, Joe Leclerc, Catherine Simard, Mathieu FC, Jonathan Paulin, Sam, Samuel Lesage, Jason Gauthier, Brovic, Benoît Plouffe, Julien Roussy, Chloé Leroux, Alexandre Girard, Goéland, Julien Millette, Sébastien Gilbert Lavoie, De Joe Cossette, Gabriel Lapierre, Mathieu Fournier, Julien Laumonier, Dino Lapine, Marie-Josée Tremblay, Patrick Roy, Zveit JMB, Jean-Michel Filion, Dave à -1, Pierre-Olivier Vallée, Marc Lecourt, Pénélope Boutin-Renaud, Jean-Christophe Bellil Pipon, Ben et Joël, Impopulaire, Sucré Plaisir, Boubou, Simon Chamberlain, Alexandre Dubuc, Philippe Beauchamp, Jessie, Maryse Perron, Samuel Pravonne, Jean-Mathieu Chénier, Caroline Fournier, David A.B. Pourquoi je dis David? David A.B. On est au Québec. Faut arrêter. Guillaume Sauvé, Anthony Savoie, Sébastien Ménard, Félix-Antoine Jaudoin, Simon Giroir, Samuel Péloquin, Julie Beauregard, Alexandre Proux, Jérôme Turmel, Christian Bissonnette, JSDC, Marc-Antoine Simard et Nicolas Gauthier. Merci la gang. On se revoit le mois prochain.